Ce week-end a eu lieu une autre course complètement à l'opposé de la sieste de Monaco. C'était le même jour, et bien c'était l'Indy 500 et pour vous dire, ça s'est joué à 2 virages de la fin de course, d'accord, du drapeau à damier. Les 500 miles d'Indianapolis, c'est une véritable fête américaine qui fait battre le cœur de millions de fans aux États-Unis et aussi à travers le monde depuis plus d'un siècle, ouais. Plus de 325 000, 350 000, je crois, spectateurs sur place qui campent même parfois plusieurs jours à l'avance. Bref, la belle vie, la belle teuf, c'est cool. C'est donc une course de 500 miles sur le célèbre ovale de l'Indianapolis Motor Speedway. Cette piste légendaire de 2,5 miles, soit 4 km, voit 33 monoplaces d'IndyCar prendre le départ et débouler à plus de 300 km/h pendant plusieurs heures. Et bien sûr, il y a toute la stratégie derrière, les arrêts au stand, les réglages de la voiture. Chaque détail compte pour décrocher la fameuse bouteille de lait, parce que là-bas, on prend pas le champagne, c'est une tradition. Et dimanche dernier, la course a été complètement folle du coup, mais genre vraiment, et je pouvais pas ne pas en parler tout simplement. Bon alors la météo a joué un rôle majeur cette année entre la foudre, la pluie et l'évacuation des fans. Le départ de la course ce dimanche semblait compromis parce que on roule pas sur ovale à ces vitesses folles sous la pluie parce que en fait c'est juste trop dangereux. Puis on n'a pas de pneus pluie pour les ovales. Alors cependant, grâce à un report de 4 heures, les fans ont fait preuve de patience et de passion et ont enfin assisté au départ de la 108e édition des 500 miles d'Indianapolis. Le début de la course a été totalement fou, digne d'une course sur iRacing où tout le monde se dépasse, tout le monde roule à bloc comme si c'était les derniers tours de course alors que pas du tout. En fait, généralement, le départ est assez calme, le temps que tout le monde s'installe dans un rythme, etc. Et puis, généralement, ça s'énerve sur le 3e tiers de course. Là, pas du tout. Là, on part à bloc. Les 50-60 premiers tours ont été marqués par des attaques dans tous les sens, par des crashs aussi, notamment dès le début du premier tour, dès le premier virage, avec une erreur de débutant malheureusement de Blomqvist, un des rookies de l'épreuve, qui prend le virage un poil trop à la corde et mort sur la partie un peu en béton. Ça déstabilise la monoplace et terminé, ça part, bisous. Il emporte avec lui malheureusement Pietro Fittipaldi et surtout le vainqueur 2022 de l'Indy 500, Marcus Ericsson, oui, le pilote de Formule 1, qui ne pouvait rien faire et c'est absolument terrible. Alors en parlant du début de la course, ce fut une journée difficile pour les moteurs Honda. 3 abandons mécaniques sont à déclarer dans la première moitié de la course, celui de Marcus Armstrong, celui de Rosenqvist et celui de la seule femme de l'épreuve, Katherine Ledge. On n'a pas encore d'infos sur les raisons des abandons, les pilotes eux-mêmes étaient un petit peu dans l'incompréhension, on a ouvert les capots, regardé ce qui se passait, ça fumait un petit peu notamment sur la chambre de combustion a priori parce que ça sortait des pots d'échappement et tout. Mais on l'a vu durant la course, les moteurs Chevrolet étaient clairement au-dessus. Dans le top 10, on trouve 7 contre 3 petits moteurs Honda, celui de Dixon à la 3e place, de Palou à la 6e place et de Kirkwood à la 7e. On a également assisté à un incroyable, peut-être même au plus beau sauvetage, je pense, d'une IndyCar. C'est quasiment du jamais vu, orchestré par Pato O'Ward, le pilote de la McLaren. Oui, McLaren roule aussi en IndyCar. Alors à fond dans les 2 premiers virages du circuit, il va légèrement empiéter sur la petite partie en béton dans le virage 2, ce qui, comme pour Blomqvist, va justement déstabiliser la voiture, tu vois. Il parvient à récupérer la dérive de son train arrière 2 fois dans le même virage avec une véritable finesse de pilotage, c'est juste absolument magnifique. Et dans l'histoire, il perd pas de place, c'est vraiment du jamais vu. Tu le vois, il fait « Ah, je la corrige. Oh, je l'ai récupérée. Oh, elle repart. Oh, je la récupère. » Et il la garde à côté du mur, tu vois. Incroyable. Bon alors après ce début totalement fou, place à un moment de calme quand même qui a permis un peu aux équipes de mettre en place leur stratégie parce que oui, à notre grand désespoir, j'allais dire, ils peuvent pas attaquer et être à 110% pendant 500 miles. Il faut un minimum de gestion sur les pneus et sur l'essence parce que oui, on remet de l'essence pour faire 500 miles. Et le mieux dans tout ça, c'est d'être à l'aspi d'une autre voiture parce que tu consommes moins d'essence et tu peux aussi être un petit peu plus doux sur les pneus malgré le dirt air parce qu'on est quand même à des vitesses aux alentours des 300 km/h. Donc voilà, faut faire attention aussi au rythme que tu as, pas perdre trop de temps derrière la voiture que tu suis. Donc c'est pas juste 4 fois à gauche à fond et puis basta, terminé. Non. Alors la course est pas mal menée par un Scott McLaughlin des grands jours, d'ailleurs coaché par Simon Pagenaud, il me semble. Faut compter aussi Santino Ferrucci, Alex Palou, Pato O'Ward évidemment, ou encore Alexander Rossi qui font partie des pilotes bien placés. Et on a eu aussi un Joseph Newgarden déchaîné qui a avalé d'ailleurs 2 voitures par l'extérieur dans le virage 3. Là c'est un dépassement qui est complètement fou, mais pointilleux, c'est... Non mais en vrai c'est génial. Après quelques autres incidents, notamment la sortie de Will
Willpower, un des cadors de la discipline, on arrive dans ce que l'on appelle le money time. C'est le moment où le résultat de la course commence vraiment à se dessiner et commence vraiment à se jouer. C'est un petit peu genre le sprint final, quoi. Alors à 30 tours de la fin, à peu près, en fait, on n'a plus d'arrêt au stand à faire, on part avec l'essence et les pneus. Et donc si tu veux dépasser maintenant, bah faut le faire sur la piste et c'est feu gaz, comme disent les Suisses, si je l'emploie bien. On a droit à une bataille incroyable entre Joseph Newgarden, le tenant du titre, et Pato O'Ward qui était déjà passé très proche du sacre en 2022. Alors tout se joue à 3 tours de la fin, Pato O'Ward est dans l'aspi de Newgarden, c'est une partie d'échecs. Le but c'est de passer une seule fois et de minimiser le nombre d'attaques possibles de Newgarden pour Pato O'Ward. Et O'Ward il est sur un fil, il se prend des mini dérives de l'arrière, tu sens que c'est très très léger à l'arrière, c'est très très tendu et ça roule à fond, hein. On est là, on est super imitation. Donc le Mexicain finalement attend l'entame du dernier tour du white flag pour prendre l'avantage sur l'Américain et passer en tête. Il a 4 virages à tenir pour prendre la victoire. Il sort du virage 2 en plongeant tout de suite à la corde ou à l'intérieur pour couper tout de suite l'aspi. Probablement qu'il perd peut-être un petit peu de vitesse dans cette manœuvre et Newgarden revient comme une fusée et le passe en entrant dans le virage 4 par l'extérieur. Le mal est fait pour Pato O'Ward, Newgarden prend la victoire de manière magistrale et c'est le premier pilote depuis 22 ans à faire le back-to-back, à gagner l'Indy 500 2 fois d'affilée. Newgarden exulte, O'Ward est inconsolable. On a 2 immenses pilotes, on est heureux, très très heureux pour l'un, très très triste pour l'autre. Bref, des belles émotions du sport. Il n'y a pas de meilleure façon de gagner une course que celle-là. Il faut 2 personnes pour que ça marche. Je dois tirer mon chapeau à Pato O'Ward. C'était la déclaration de Joseph Newgarden. Sa bataille avec O'Ward jusque dans les derniers instants rend sa victoire extrêmement savoureuse, tout comme elle rend la seconde place extrêmement difficile à encaisser. C'est fou, j'adore. Alors O'Ward peut pas se reprocher grand chose, il a fait la manœuvre au bon moment, c'est stratégiquement parfait, mais Newgarden a juste été un petit peu mieux que lui, peut-être la voiture était un petit peu mieux sur ces quelques derniers kilomètres. C'était le seul Français de l'épreuve, étant donné que Théo Pourchaire, tout fraîchement arrivé en IndyCar, était remplacé par Callum Ilott, que Pagenaud est toujours écarté des circuits depuis sa sortie à Mid-Ohio en juillet dernier, et qui d'ailleurs, encore une fois pour la petite histoire, était le conseiller de Scott McLaughlin pour cette Indy 500. Romain Grosjean, du coup, dans sa nouvelle écurie d'une Juncos Hollinger Racing, a vécu une course un peu difficile, partie quand même de la P26, donc ça fait assez loin. Il a eu du mal à remonter le peloton parce que il y a eu pas mal de choses, etc. Et malgré tous les abandons qu'il y a eu, il termine 18e. Mais il a réussi pour la première fois à terminer les 500 miles d'Indianapolis. C'est déjà un beau résultat. Alors malgré de nombreux accidents autour de lui, Grosjean, avec son expérience, a su garder son sang-froid et finir la course. Alors certes, c'est pas un résultat qui fait sauter de joie, hein, évidemment, mais je pense que c'est peut-être une première étape de franchie pour lui. Et puis, faudra avoir peut-être une meilleure voiture pour l'année prochaine. Petit mot aussi sur l'un des rookies des 500 miles d'Indianapolis, habitué des ovales quand même, qui a fait beaucoup de bruit. Kyle Larson, le pilote de la Hendrick Motorsport en NASCAR, qui s'est qualifié en P5 quand même lors des qualifications aux 500 miles. C'est très très bien, en vrai c'est très bien. Il termine 18e avec une course disons un petit peu en dents de scie. Il y a eu des erreurs de débutants qui lui ont un peu coûté cher, notamment une pénalité de drive-through pour excès de vitesse dans la voie des stands. Le pauvre il est arrivé Mach 12. Les roues bloquées dans la voie des stands, voilà. Alors avec la pénalité, il se fera prendre un tour par le leader, mais il réussira plus tard à récupérer justement ce tour avec le crash notamment de Will Power au 147e tour. Alors Kyle Larson aurait normalement dû faire l'Indy 500, terminer la course, pourquoi pas la gagner, on sait jamais, et derrière prendre un avion pour aller jusqu'à Charlotte pour disputer l'autre course mythique du week-end aux US, le Coca-Cola 600 en NASCAR, parce que oui, en fait, la NASCAR commençait plus tard, donc il aurait pu faire les 2 courses. Alors avec l'appui et le report, il a privilégié de faire l'Indy 500, mais il est quand même parti à Charlotte après pour remplacer son remplaçant, Justin Allgaier, je crois, si je prononce bien. Kyle Larson ne pourra pas prendre le volant parce que la pluie, encore elle, s'est abattue sur Charlotte cette fois-ci et la course ne reprendra malheureusement pas. Fin du Coca-Cola 600. Et pas de Kyle Larson. Bref, c'était une édition des 500 miles absolument incroyable. On a tout eu, des batailles, de la tension, des crashs, des stratégies, du sprint, une bataille dans les derniers tours, carton plein pour cette 108e édition des 500 miles d'Indianapolis. Ça fait plaisir de parler de cette épreuve qui m'est chère quand même, qui est chère dans mon cœur, je trouve. Voilà, j'ai eu la chance de rouler sur iRacing et d'en gagner une en virtuel. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Si vous avez kiffé cette vidéo, petit pouce bleu, l'abonnement évidemment, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment le débrief des 6 heures de Spa. Oui, voilà, c'est annoncé. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.